Je représente la Cité et vous remercie tous d'être ici ce matin. La Cité accueille ce colloque comme point de départ de réflexion pour une exposition en 2016 sur le thème « Habiter les campements » et pour le lancement d'un concours étudiant sur la question de la sortie des bidonvilles dans la métropole de Nantes. Avant de commencer le débat avec les invités de cette table ronde, il m'a été confié de vous faire une lecture de leurs articles avec mon regard d'architecte. L'ouvrage « Un monde de camps » présente de nombreuses formes urbaines, durables ou transitoires sur l'encampement dans le monde. Ce sont des lieux de vie où une dizaine de millions de personnes habitent. Une fois la phase d'urgence passée, très souvent, la construction des camps met la personne humaine à l'écart avec une volonté de contrôle, de limitation des droits, souvent dans un contexte qui se veut humanitaire. D'ailleurs, quand nous parlons de camps, nous ne pouvons pas éviter l'image des camps de la mort et la manière dont a été gérée efficacement cette mise à mort. Ces camps étaient construits architecturalement avec la logique industrielle implacable de l'époque. Socrate voyait le corps humain comme la prison matérielle de l'âme immatérielle qui ne pouvait s'échapper qu'avec la mort. Les camps seraient-ils les descendants de ce concept? Aujourd'hui, faire des camps, n'est-ce pas une mise à mort sociale? Comment gérer ceux considérés comme indésirables qui vivent derrière ces clôtures pendant 20, 30, voire 60 ans? Y a-t-il une planification et une architecture pour arriver à cet objectif dans ce monde régi par la globalisation? Dans ces 3 articles, il s'agit de camps conçus par des architectes et des urbanistes et non des camps dits informels. 450 camps, soit 6 millions de personnes, sont administrés par l'UHCR et l'UNRWA. Mais comment expliquer, alors que ce sujet d'urbanisme des camps soit si mal connu? Peu d'écoles d'architecture en France enseignent l'histoire urbaine et architecturale des camps, ni les savoirs logistiques, ni mènent des projets de réflexion sur comment améliorer la conception de ceux-ci. Ce peu d'intérêt des écoles correspond à un non-intérêt général de la population française vis-à-vis de ce phénomène. On pourrait penser que c'est un sujet exotique de l'ailleurs. Or, il nous inscrit violemment dans notre territoire. Parmi les citoyens, lequel est allé à l'encontre d'un voisin rom, d'un sans-papier malien, d'un foyer chibani? Tous les jours, nous nous retrouvons face à l'indifférence des familles expulsées liée à la politique municipale de la race qu'Éric Fassin décrit si crûment. La violence de la destruction des camps, car pour répondre à Achille Mbembe, oui, nous détruisons tous les jours des camps en France. Et c'est d'une violence terrible face aux familles. Le camp du Hanoul, le camp des Coquetiers. Il est important de dire leur nom, il est important de ne pas oublier leur nom. De nombreux camps ne figurent pas sur les cartes, par exemple les camps de rétention administratifs en Europe. Des non-lieux au sens propre pour des non-personnes. Cette indifférence généralisée autorise le monde politique à construire des camps pour personnes non déterminées, comme nous le montre si bien l'article de l'ouvrage sur le camp de Kofinou à Chypre. Revenons à l'architecture. Si à chaque époque, les architectes et les urbanistes conçoivent leurs projets par rapport à l'image d'un homme type qui correspond à sa société, pour être plus clair, prenons l'exemple de Le Corbusier. Il a imaginé un homme type, le modulor, à partir duquel il va lui concevoir une ville radieuse, qui correspond à l'idéologie moderne et hygiéniste. L'architecture est une machine et l'homme une sorte de robot à mouvement répétitif que Chaplin montre si bien dans son film « Les temps modernes ». C'est la réussite ultime du taylorisme, le travail à la chaîne, régit l'architecture répétitive et monotone pour une vie à la chaîne. Aujourd'hui, quand nous construisons des camps, pour qui le faisons-nous? Des réfugiés. Comment sont-ils considérés comme des êtres humains? Comment les politiques les envisagent-ils? Et quels sont les cahiers des charges demandés aux architectes et aux urbanistes pour tendre vers ces objectifs politiques dans l'ère post-industrielle, post-communiste et dans un monde mondialisé? À partir des articles des auteurs présents à ma table ronde, et avant de les questionner, je vais tenter de montrer les différentes logiques d'urbanisation des camps cités en fonction de la façon dont sont perçus les réfugiés. Nous commencerons par l'article de Dadab, où Anuradha Iyer Siddiqui, docteure et enseignante au Bryn Mawr College aux États-Unis, pointe un changement d'attitude radical
par rapport à cet humain qu'on nomme réfugié. Avant 1991, la République démocratique du Kenya accueille favorablement les réfugiés qui ont un droit de résidence et de liberté de mouvement. En 1963, après son indépendance, le Kenya est membre de l'ONU et de l'Organisation des Unités africaines qui promeut la solidarité avec les réfugiés. Comme l'article souligne, en se référant à Ronnie Broman, je cite, « Au plus fort de la guerre froide, les réfugiés sont potentiellement considérés presque partout dans le monde comme étant des électeurs nomades contre le communisme et comme combattants de liberté en Afrique. C'est en 1990, avec la fin du communisme, avec l'amplification du phénomène et le non-partage international de ce problème, que le sort des réfugiés change radicalement. Le gouvernement kényan appellera l'assistance de l'ONU. D'une part, placera les réfugiés fuyant famines et guerres de Somalie dans des camps, dont celui de Dadaab. 20 ans plus tard, ce camp, composé de 4 camps distincts, existe toujours. Il est considéré comme étant un des plus grands camps du monde, passant de 90 000 habitants à 460 000, et devient ainsi la 3e grande agglomération du Kenya. D'autre part, pendant 20 ans, les réfugiés résidents auront des restrictions de droit à la mobilité, à l'accès au travail et à l'éducation. Dadaab correspond à cette logique de mise à l'écart. Dès son implantation, le camp est placé à 680 km de la frontière, dans une région marginale et aride du Kenya, proche d'un village pastoral de 5 000 habitants, sans électricité et n'ayant qu'un puits. Au début, les réfugiés vivant sur des sites provisoires sont ensuite déplacés par le HCR sur le site d'Ifo, un des camps de Dadaab. 4 500 réfugiés sont regroupés dans des toiles fournies en masse, des abris de fortune en bois recouverts de bâches plastiques et des tukuls somaliens traditionnels. C'est l'architecte Sabine Wanning, en 1991, qui est envoyé pour commencer la planification des camps sous la direction du responsable du département d'aménagement du HCR. Plus tard, d'autres architectes seront engagés d'Allemagne et de Suède. Comme indique l'article, ces architectes, venant d'écoles polytechniques occidentales, appliquent des principes architecturaux d'Europe, d'après-guerre et de ville coloniale, une ville quadrillée. Il s'agit d'un urbanisme bien connu pour son efficacité sécuritaire. Dans ce méga-camp quadrillé, les réfugiés occupent leurs parcelles et on retrouve les plans d'habitation verniculaires courantes somaliennes. Si au Kenya, le réfugié a changé de statut après la fin du communisme, les associations humanitaires ont aussi radicalement changé. En 1991, avant la construction de Dadaab, les humanitaires n'étaient séparés des réfugiés que par une corde. En 2 ans, cette corde est devenue une haie épineuse et s'est très rapidement transformée en barbelé. Tout l'urbanisme de Dadaab va être basé sur la séparation des réfugiés et du personnel humanitaire. Ceux-ci sont placés dans des quartiers sécurisés à la sortie de Dadaab, construits pour le confort de ces derniers, avec du logement, des bureaux administratifs et des centres de loisirs. Finalement, une séparation hiérarchique a été programmée dans Dadaab entre le HCR, le personnel local et les chauffeurs, eux-mêmes étant séparés des autres ONG qui sont séparés des réfugiés. Il semble que la seule organisation qui reste avec les réfugiés est celle de Médecins sans frontières. Si le logement des réfugiés reste basique, celui des humanitaires ont le confort moderne, bien loin du seau qui servait de WC au début. Tout l'aspect sécuritaire est rendu visible, non seulement par les fils barbelés, mais aussi en dehors des quartiers humanitaires, où le personnel ne se déplace qu'accompagné de policiers armés dans des 4x4 blancs. Un espèce d'équilibre paradoxal existe dans Dadaab. Les réfugiés sont dépendants de l'aide humanitaire. Les humanitaires sont dépendants de l'argent envoyé pour faire fonctionner le camp. Anoura souligne, l'industrie humanitaire est une entreprise comme une autre et doit faire des campagnes de marketing pour récolter des fonds qui jouera sur la pauvreté et la souffrance des réfugiés par des campagnes photographiques. Le camp de Dadaab est un monde cosmopolite et international. Pourtant, il s'agit d'un urbanisme ségrégatif, proche de l'apartheid et des gated communities sécuritaires qu'on retrouve dans le reste du monde, fabriqués pour séparer, mais ici avec restriction de droit au travail et à l'éducation. En plus de cela, s'ajoute une surveillance d'images satellitaires initiée par l'UHCR et l'ONU, qui participe à la logique de la militarisation de l'espace urbain, révélée par Stéphane Graham dans son ouvrage « Ville sous contrôle, un monde sous l'œil de Big Brother ». Et tout ça dans une industrie humanitaire
Drôle de manière d'envisager l'humanisme. Dans les 2 prochains articles, nous nous concentrerons sur des camps bien différents. Ce sont des camps dont l'homme qui l'habite est dénommé palestinien. Cette figure à l'échelle internationale est une des communautés dont on a confisqué les terres et dont le nom du pays a changé. Ces réfugiés sont placés dans des camps en Israël, au Liban, en Cisjordanie, en Jordanie, et sont en condition d'exil depuis la création de l'État d'Israël en 1948. L'Action humanitaire internationale, en 1950, crée l'UNRWA, qui administre les camps palestiniens. Aujourd'hui, 1,5 million de personnes attendent le retour imminent vers la terre perdue. Nous commencerons par l'article d'Alexandre Petty, architecte, membre fondateur, entre autres, de Decolonizing Architecture Art Residency, qui, à partir de 2 lieux, le village d'origine de Miska et le camp de Deïché, surpeuplé, montrent comment les réfugiés ici sont des réfugiés militants. Comme nous le verrons dans l'article, il n'existe pas de camp type palestinien. Les camps sont influencés par rapport à leur situation géographique. La figure du Palestinien est politique et son désir de retour pose un problème à la légitimité de l'État israélien. D'ailleurs, comme l'indique l'article, autour du camp de Deïché et le village de Miska, je cite, « C'est pourquoi l'ordre colonial israélien considère le réfugié comme un défi existentiel à ses fondements mêmes. C'est pourquoi nous pensons que ce réfugié est différent des autres, car, à l'inverse des autres camps, je cite, « Le réfugié n'est pas celui qui a besoin de protection, mais celui dont il faut être protégé. » Pour tenter de détruire la figure du réfugié en tant que catégorie politique, l'État d'Israël, comme le montre l'article avec l'exemple de Miska, détruit le village d'origine pour effacer symboliquement l'histoire. 400 villages ont été détruits durant la guerre de 1947-48 par les forces sionistes, dont le village de Miska, qui se situe au nord de Tel Aviv. En 1948, seulement une famille habite sur le lieu du village d'origine, les autres ayant été expulsés par l'organisation paramilitaire de la Haganah qui occupa le village. La terre de Miska est gérée par l'administration d'Israël des terres, qui la loue aux colonies juives et un kibbutz pour la culture des arbres fruitiers. L'État d'Israël détruit la partie centrale du village en 1953 par peur que le réfugié ne revienne, et pour cacher cette destruction, il plante des eucalyptus sur les ruines. Mais au lieu d'avoir fait table rase, ce groupe de plantes signale clairement l'emplacement du village, comme si la nature avait pris la place de la culture civilisation. Depuis, 400 familles de réfugiés provenant de ce village vivent dans la ville palestinienne de Tyra. Ces ruines de village jouent un rôle de mémorial. D'ailleurs, ce sont les restes d'une école qui servait d'objet de mémoire. Ils y revenaient pour célébrer des fêtes sociales ou religieuses, mais en 2005, les autorités israéliennes l'entourent de palissades, déclarant l'espace comme zone de sécurité. Mais ces palissades furent détournées comme lieu d'exposition par des communautés de réfugiés et des activistes israéliens pro-palestiniens. Les derniers restes furent complètement détruits par les autorités en 2007. Ce village est le point de départ annuel de la marche Al-Houda qui commémore la Nakba. C'est un village mémorial. Dans l'article, un autre cas est cité, celui du camp de Deïché, situé au sud de Bethléem. Il est perçu comme un symbole politique de retour à l'échelle de la Cisjordanie. Créé en 1949 sur une parcelle d'1 demi-kilomètre carré, il est loué au gouvernement jordanien par l'UNRWA pour héberger des réfugiés de 45 villages différents. La population atteint 10 000 habitants sans que la surface du camp augmente, d'où son hyperdensité. L'organisation spatiale de ce camp était organisée comme un tissu répétitif de districts, blocs et d'abris, mais avec la population grandissante et avec le temps, il s'est transformé en dédale de ruelles. J'imagine à l'image des villes arabes comme les Médinas. Le camp de Deïché, à l'origine, était clôturé. Avec la première intifada, elles ont été enlevées car au lieu de contrôler la population palestinienne, elles renforçaient son existence identitaire de camp. Et, tout comme les murailles qui entourent les Médinas, rendaient les excursions israéliennes difficiles. Dans les camps, la volonté est que le réfugié soit passé dans un cadre humanitaire neutre, mis à l'écart de la vie sociale et de la vie politique. Or, la spécificité du camp de Deïché est que le réfugié devient citoyen et acteur politique. Toute une société civile s'installe par la création d'ONG, peut-être avec la concentration la plus dense du monde. La question du retour est permanente, comme le montre cette citation d'un habitant du camp
parlant du centre Al-Fénique, un centre socioculturel créé par les réfugiés. Je cite, « Je suis prêt à le démolir pour rentrer chez moi, ou même mieux, j'aimerais reconstruire Al-Fénique dans mon village d'origine. » Le camp a créé ses propres urbanités et sociabilités. Le retour et la liberté de mouvement est un droit international qui ne devrait pas être remis en cause, et d'après ce qu'écrivent les auteurs de cet article, il y a un problème de temporalité. Il y a un désir de retour dans le passé qui se fera dans un futur. Certaines villes d'origine ont été habitées par d'autres, et les habitants des camps ont imaginé de nouveaux modes de vie qui ne correspondent pas à ceux d'il y a 60 ans. Tout est à réimaginer. Je cite, « C'est un mouvement révolutionnaire qui demande une réorganisation complète du contrôle, de la propriété et de l'usage du territoire et de la cohabitation urbaine. Ce camp avec ses citoyens, ne serait-il pas une ville? Des générations y sont nées, des bâtiments érigés, mais en gardant son statut de camp, ils gardent un statut temporaire qui sert à leur cause. » Miska correspond au village d'origine de la Nakba, terme qui exprime les drames qui s'abattent sur le peuple palestinien et désignant la création d'Israël et l'exil de 800 000 Palestiniens. Nar el-Bared en est la seconde pour les habitants de son camp. Dès le début de son article, Nicolas Puig, anthropologue, chercheur à l'IRD, compare l'histoire à un éternel recommencement. Et en effet, le camp de Nar el-Bared, au nord du Liban, en est un exemple. Construit en 1949 par la Croix-Rouge, au bord de la mer, sur une surface d'1 km² pour accueillir les réfugiés du nord de la Palestine. En 2007, les habitants doivent être déplacés pour échapper au bombardement entre l'armée libanaise et un groupe d'islamistes, le Fatah al-Islam, infiltré dans le camp. Les habitants sont envoyés au camp de Badawi, situé à 10 km de Nar el-Bared, où ils peuvent voir la destruction de ce dernier qui dure 3 mois. C'est un énorme traumatisme vécu comme une seconde Nakba. Ainsi, le camp prend le statut de camp d'origine et de désir de retour. À l'origine, le camp de Nar el-Bared héberge 6 000 réfugiés sous des tentes et une dizaine d'années plus tard, il se solidifie avec baraques et cabanes en tôle ondulée. Le camp se sédimente, se densifie, les commerces s'installent et une ville s'élève faite d'immeubles à plusieurs étages et de ruelles avec une voie importante qui traverse le camp. Nar el-Bared devient ville-camp administré par l'UNRWA dès 1950. L'organisation du camp est familiale. Les immeubles regroupent par étage les membres des familles et des quartiers, regroupent les habitants de même localité dont ils portent le nom. De ce fait, par la toponymie, l'histoire de la Nakba est inscrite dans ce camp. Avec le temps, les quartiers se sont complexifiés par des mariages entre communautés et de nouveaux réfugiés provenant d'autres camps se sont installés. Dès 1980, les nouvelles générations partent du camp, devenu saturé, pour s'installer à l'ouest et au sud de celui-ci, et créent de nouveaux quartiers où habitent ainsi des Libanais. L'ensemble constitue 30 000 habitants, une ville-camp très dynamique et commerciale avant sa destruction. L'article démontre que chaque camp a son urbanité propre, ses spécificités et son esprit de camp. C'est lors de la destruction de Nar el-Bared que les habitants en prennent conscience. Le camp de Badawi a été créé en 1957 et est différent de celui de Nar el-Bared. En effet, en plus de différences linguistiques, Badawi est aussi plus citadinisé et plus influencé par la culture libanaise, comparé au camp de Bared, qui est plus conservateur de ses origines palestiniennes. Comme toute création de camp, il y a la question de la localisation. Les habitants souhaitaient revenir sur le camp d'origine, option qui a été validée. Pour reconstruire le camp, les modalités se sont faites entre l'UNRWA, l'OLP, l'armée libanaise et une société de travaux publics. Un plan quadrillé sera proposé avec des bâtiments de grande hauteur qui n'a rien à voir avec la ville-camp organique d'origine. Les plans sont en opposition totale aux souhaits des familles, car cette urbanisation veut faire table rase sur la vie sociale d'origine. La reconstruction commence en 2011, après une deuxième étude. La grande difficulté est qu'il n'existe pas de plan foncier d'occupation d'origine. Un deuxième groupe d'architectes, d'urbanistes et de volontaires palestiniens et internationaux, avec le soutien de l'UNRWA, se compose pour essayer de faire un recensement et un schéma à partir des témoignages d'habitants. Malheureusement, c'est un échec à cause du manque de fiabilité des témoignages. Finalement, un plan sera dessiné par le design unit de l'UNRWA, intégrant des membres du comité populaire palestinien, qui reprend la morphologie de l'ancien camp, mais en changeant la typologie par des blocs d'immeubles.
L'armée libanaise impose au design team de l'UNRWA la taille minimale d'une rue pour permettre le passage de véhicules blindés. Ceci implique qu'on a moins d'espace pour construire les blocs d'habitation sur un terrain alloué qui n'a pas grandi, donc par conséquence de créer des logements plus petits. L'UNRWA divise le camp entre anciens et nouveaux et en secteurs A, B, C et les lots d'immeubles d'habitation en chiffres allant de 0 à 8. Ce nouveau camp a été réinvesti par ses habitants qui ont renommé les quartiers comme avant, à peu de choses près, puis ont reconstruit leur tissu social comme il préexistait avant la destruction. Comme l'article l'indique, la vie reprend son cours. C'est l'architecture sociale, la localisation des gens qu'on connaît qui domine, donc l'image qu'on a de chez soi. Ce sont les repères qui perdurent. Si ce n'est pas le retour à la Palestine d'origine, cet exemple montre que les camps palestiniens, créés depuis 60 ans, ont créé des vraies urbanités et qu'il sera possible lors du retour de reconstruire en intégrant toute cette vie d'exilés. Les articles questionnent le devenir des camps formels d'aujourd'hui et leur lien avec un monde globalisé. Il existe différents types d'hommes réfugiés pour différents types de camps de réfugiés. Le réfugié citadin, le réfugié citoyen, le réfugié résistant, le réfugié migrant administratif, le réfugié main-d'œuvre, le réfugié déplacé. Ce qui me semble commun dans l'organisation de la planification est de les mettre en marge et d'avoir un régime d'exception, un enfermement et un contrôle. Comme le montrent les articles, il y a un grand savoir logistique pour arriver à ces objectifs par les unités, par exemple, de design du HCR. Que ce soit la gestion de la phase d'urgence, tentes préfabriquées, à une planification plus durable, sachant que la taille d'un camp idéal d'après l'HCR est de 5 000 à 10 000 occupants maximum pour pouvoir gérer le contrôle des mobilités. Si dans les camps de rétention administrative de Kofinou, l'urbanisme tend vers un urbanisme de l'anéantissement, dans les autres camps cités dans ces articles, une vie citoyenne semble s'installer en marge de l'État-nation. Est-ce que ces nouvelles sociabilités et urbanités ont été inventées par les citoyens réfugiés qui, dans de longues durées d'années, de 20 à 60 ans, ont su recréer des aires culturelles? Comment est-ce que les architectes peuvent tirer une leçon de cela pour améliorer la vie des camps? Comment planifier dans le futur en partant du réfugié et non de la logique de gestion et de contrôle de l'industrie humanitaire? Peut-être pourrions-nous appliquer dans nos villes certaines urbanités inventées par les réfugiés. Enfin, mettre les indésirables au banc dans les lieux toujours plus éloignés est bien une attitude d'encampement. Peut-être pourrions-nous comprendre mieux nos zones dites sensibles en France, dans nos banlieues, où le régime d'exception, d'exclusion et de ghettoisation a bien été planifié. Comment sortir de cela? Comment éradiquer l'esprit ou l'ADN des camps que ces espaces portent en eux? Comment sortir de cette mise à mort sociale? Pour démarrer ma série de questions, donc je vais commencer par le travail cartographique d'Olivier Clochard du CNRS et de David Lagarde de l'Université de Toulouse-Le Mirail. Michel indique qu'on retrouve 3 traits à divers degrés dans la forme camp: l'exception, l'exclusion et celui de l'extraterritorialité, c'est-à-dire des hors-lieux, une place à l'écart leur est réservée. Ils ne figurent pas sur la cartographie d'un pays ou d'une région, comme Dadaab, pourtant la 3e agglomération du pays, ou comme de nombreux camps de rétention en Europe. Pouvez-vous nous expliquer votre travail de cartographie et ses objectifs, à la fois pour cet ouvrage et dans votre implication avec Migre-Europe? Bonjour. Donc effectivement, je vais revenir sur la méthodologie qu'on a employée, et ça vous donnera des clés pour décrypter un petit peu ce qui se cache derrière cette carte, et surtout montrer qu'on n'a pas réussi à représenter l'intégralité des lieux de rétention et les camps de réfugiés de la planète, puisque ça aurait été un travail quasi impossible à réaliser. Donc si c'est possible d'afficher la carte que... D'accord. Donc contrairement à Michel Ager qui nous a présenté hier la toute dernière version de la carte globale des camps, moi je vais m'appuyer sur la version qui figure dans l'ouvrage et que j'ai un petit peu épurée pour l'occasion afin de la rendre plus visible.
Donc l'objectif surtout de cette carte était avant tout de donner à voir ce paysage global de Caen qui se dessine à l'échelle de la planète et qui est le fait de la multiplication des lieux d'enfermement et d'attente dans lesquels sont maintenus les migrants, mais également les réfugiés, et qui finalement amène à une division du monde, et c'est ce qui a été un petit peu évoqué hier, entre des centres de rétention qu'on retrouve essentiellement dans les pays du Nord et des camps de réfugiés au Sud, avec l'émergence de quelques zones tampons au sein desquelles on retrouve à la fois des camps de réfugiés et des centres de rétention, et c'est le cas particulièrement au niveau de l'Afrique du Nord, du Moyen-Orient et dans une moindre mesure en Asie du Sud-Est. Mais ce qu'il est avant tout essentiel de garder en tête à la lecture de cette carte, à mon avis, c'est vraiment qu'elle ne donne à voir qu'une vision à minima de ce paysage global de Caen, puisque, comme je l'évoquais tout à l'heure, pour des raisons d'homogénéisation des données, mais aussi de faisabilité de la recherche, nous avons été amenés à retenir un certain nombre de critères qui, de fait, nous a également amenés à laisser de côté une majorité des centres de rétention et des camps de réfugiés de la planète. Donc parmi ces critères, en ce qui concerne les camps de réfugiés, il faut savoir que seuls les camps disposant d'une reconnaissance institutionnelle ont été représentés sur cette carte. Donc parmi eux, l'écrasante majorité sont des camps qui ont été ouverts par le HCR et donc soit directement gérés par le HCR ou par des ONG qui en ont la sous-traitance. Et viennent ensuite les camps gérés par les autorités des pays dans lesquels elles sont installées. Et c'est notamment le cas en Inde, au Tamil Nadu, où il y a 101 camps de réfugiés tamouls qui sont directement administrés par le gouvernement indien et au sein desquels le HCR n'intervient pas. Donc, parmi les autres formes que nous avions envisagé de représenter, on retrouve aussi les centres d'accueil de demandeurs d'asile qui, eux, sont essentiellement localisés dans les pays du Nord, et les centres de transit, qui sont des lieux dans lesquels sont maintenus les réfugiés et qui sont généralement localisés sur les frontières. C'est ce que Michel Agier évoquait hier, notamment avec les points de transit frontaliers. Donc, ces zones d'attente sont généralement installées sur les frontières. Et c'est des endroits dans lesquels sont maintenus les réfugiés en attendant d'être transférés dans des camps de réfugiés à proprement parler. Et enfin, se poser la question de savoir si on représentait également les campements auto-installés, qui sont de loin les plus nombreux, mais également les plus précaires. Donc en ce qui concerne le travail de recherche de données, au niveau des camps de réfugiés, l'essentiel des données provient de rapports qui sont mis en ligne sur le site des Nations Unies et qui, dans l'ensemble, fournissent des informations assez précises sur la localisation des camps et également sur le nombre de personnes. Bon, généralement, c'est des estimations, mais sur le nombre de personnes qui y résident. Donc, pour entrer un petit peu plus dans le détail de la carte, environ 400 camps de réfugiés ont été représentés ici. Donc, comme je l'évoquais tout à l'heure, ils sont majoritairement localisés dans les pays du Sud et plus particulièrement sur les continents asiatiques et africains. Et dans le cas particulier de l'Afrique, étant donné que la majorité des camps qui sont localisés sur le continent africain sont des campements auto-installés, malheureusement, ils ne figurent pas sur cette carte. Donc, c'est vraiment, enfin je me répète, mais c'est vraiment essentiel de garder à l'esprit que c'est vraiment une vision à minima de la réalité du phénomène des camps que cette carte donne à voir. Donc en faisant le choix de ne représenter que les camps ayant une reconnaissance institutionnelle, l'objectif était avant tout de considérer uniquement les camps dont nous sommes sûrs de l'existence et du caractère plus ou moins pérenne, quitte à donner une vision à minima de la réalité du phénomène d'encampement des réfugiés. En ce qui concerne les centres de rétention, donc comme je l'évoquais tout à l'heure, là encore, on a été amené à retenir un certain nombre de critères qui, encore une fois, nous amènent à représenter une minorité de ces lieux d'enfermement. Donc il faut savoir que seuls les lieux
établi, d'où les migrants ne peuvent absolument pas sortir, et surtout, et ça c'est un critère assez important et qui est expliquant que simplement une minorité de ces lieux apparaissent sur la carte, seuls les camps disposant d'une capacité connue et supérieure à 50 places ont été retenus, parce qu'en essayant de retenir l'intégralité des centres de rétention de la planète, le travail d'identification de ces lieux aurait été tout simplement impossible à réaliser. Donc au niveau des données, en ce qui concerne les camps de réfugiés, elles proviennent dans la plupart des cas de rapports qui ont été publiés par des organisations de défense du droit des migrants ou de contacts que j'ai directement établis avec des organisations ayant accès à ces lieux d'enfermement. Et c'est le cas en particulier en Asie du Sud-Est, où je n'ai pas réussi à me procurer d'informations en ligne, mais en rentrant en contact directement avec les organisations ayant accès à ces lieux, j'ai réussi à me procurer les informations pour réaliser cette carte. Donc au niveau des données sur l'Europe et sur le pourtour méditerranéen, elles proviennent exclusivement du site Close the Camps, qui est un projet de cartographie dynamique et participative coordonnée par le réseau Migre-Europe et dont Olivier vous dira quelques mots tout à l'heure. Donc au total, on arrive à environ 300 ou 400 lieux d'enfermement, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais d'étrangers sur l'ensemble de la planète, en sachant que les estimations considèrent qu'il y aurait au moins 1000 centres de rétention au total. Et par exemple, pour l'année 2012, le réseau Migre-Europe a réussi à identifier 411 lieux d'enfermement en Europe et sur le pourtour méditerranéen. Donc voilà, le chiffre de 1000 me paraît vraiment être un chiffre, là encore, à minima. En sachant que, par exemple, dans les États fédéraux qui ont plutôt tendance à enfermer les migrants en situation irrégulière dans des postes de police ou des prisons dans des sections de prisons ou de postes de police réservées à la rétention administrative et disposant généralement d'une capacité d'enfermement très limitée, ces lieux n'apparaissent pas sur la carte. Donc par exemple, il n'y a que 2 lieux représentés au Canada, alors qu'en réalité j'avais réussi à en identifier 40, un peu plus de 40. Et le rapport au niveau des États-Unis, je crois qu'il est de 96 sur 250 centres de rétention au total. Enfin, parmi les autres camps que nous aurions aimé pouvoir représenter sur cette carte, mais que nous avons dans un premier temps décidé de laisser de côté, il y avait les camps de travailleurs, les camps de déplacés internes et les campements de migrants aux frontières. Donc c'est ce que nous avons essayé de... Enfin, on a retravaillé sur la carte avec Michel Agier, Tristan Brulé et Olivier Clochard la semaine dernière, un peu dans l'urgence. Et on est arrivé à identifier des zones d'implantation de camps de travailleurs et de campements informels de migrants. Donc là, on est sur la représentation de zones et pas de lieux à proprement parler. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, cette carte est avant tout à considérer comme le point de départ d'un travail collaboratif à enrichir, afin d'arriver à terme à une vision plus exhaustive de ce paysage global de Caen. David, j'espère que lors de la prochaine exposition à la Cité, on pourra montrer dans 2 ans la carte enrichie. Olivier, est-ce que vous pourriez, excusez-moi, nous parler un peu de Migre-Europe et cette importance, sur une carte, de mettre le nom de ces camps? Assez rapidement, parce que je pose des questions aux autres. Tout à fait. J'avais prévu de vous montrer un ensemble de cartes, mais j'avais terminé trop tard et donc vous n'aurez pas le plaisir de les voir. Donc je vais vous parler de cartes sans vous en montrer. À travers ce projet qui a été évoqué, qui peut paraître un peu paradoxal, parce qu'effectivement hier, quand Michel a évoqué effectivement l'importance d'ouvrir ces camps, que ce soit à la société civile, à des associations, nous d'un autre côté, on a un projet qui s'intitule Close the Camps et qui est destiné effectivement, qui est derrière ça, il y a un projet politique, c'est celui de Migre-Europe, qui est de lutter contre la détention administrative des étrangers en Europe.
On travaille donc depuis maintenant 1 an sur ces questions-là, et au-delà, il y a un projet donc hier que Claire Audier a évoqué très rapidement, c'est à savoir cette carte des camps qui est donc maintenant une dizaine d'années, on est rendu à sa 5e version, et qui est vraiment un projet collectif dans le sens où David y participe, il y a Louise Tassin qui est dans la salle qui participe également, donc c'est vraiment ça repose vraiment sur une démarche collective. Derrière ça, on cherche aussi à connaître tout un ensemble, je dirais, d'indicateurs de ces espaces, que ça, à savoir la capacité, la durée maximale de détention, etc., etc. Et donc tout ça, c'est vraiment des choses qui nous paraissent importantes. Et quand on revient par rapport au travail que David a fourni, parce que vraiment, ça a été quand même David qui a fourni 90% de ce travail et qui est assez colossal. Nous, ce qu'on essaye de faire au sein de Microbe, c'est essayer de tendre vers quelque chose d'exhaustif, en sachant qu'il est, je dirais, quasiment impossible de dresser un compte général de ces lieux de détention. Simplement pour vous prendre un exemple au niveau de l'Hexagone. Aujourd'hui, on a une vingtaine de centres de rétention administrative. Il y a 20 ans, on en avait beaucoup moins, on en avait 5 ou 6. Et aujourd'hui, la loi permet à ce que l'ensemble des postes de police ou de commissariat puissent être utilisés un temps très court, mais puissent être utilisés pour la rétention administrative. Ce qui veut dire qu'on a à peu près une potentialité gérée de peu près de 5000 postes à travers la France qui peuvent, à un moment donné, participer à ce dispositif. Donc vous imaginez bien que c'est très difficile et c'est quasiment impossible à cartographier. Après, il y a une espèce de... on a ce camp qui a tendance à se diluer dans l'espace, dans le sens aujourd'hui, avec des techniques comme le bracelet électronique, la géolocalisation, il y a d'autres possibilités qui s'ouvrent aujourd'hui aux autorités pour garder certaines populations migrantes sous surveillance. Donc voilà. À travers ce projet-là, pour terminer, on a aussi, par exemple, s'intéresser aux différents acteurs qui assurent la gouvernance de ces espaces-là, donc à savoir les ONG, à savoir les entreprises privées aussi. Et on arrive quand même à lire aussi des enjeux derrière ça, des enjeux économiques. On le voit notamment au niveau de l'Angleterre, où lorsqu'on recoupe des scandales qui ont eu lieu à l'intérieur de ces lieux-là, eh bien, peuvent avoir des incidences à un moment donné sur la gestion de ces espaces-là, dans le sens où des contrats pourraient être rompus avec les autorités britanniques et la gestion de ces lieux-là seront confiés à d'autres personnes. Et donc derrière ça aussi, peut-être que j'aurai l'occasion de vous le montrer à un autre moment donné, mais il y a toute une récolte aussi de données, notamment, là on est dans la cité de l'architecture, savoir comment des espaces sont composés et comment ce triage aussi s'organise au sein de ces espaces-là. Voilà. Merci. Anura, why separate the humanitarian and the refugees, and why so much surveillance in Dadaab? Can you give us a kind of explanation on that, please? I just want to reframe the question, if I may. Yes. And David just earlier mentioned methodology in studying these camps. And I believe the methodology for study informs a lot of the way we see. So I'm a historian. I'm a historian of architecture particularly. And part of my interest was in not just looking at the way these camps look now, so for instance, the politics of surveillance, but a history of that. So I believe for Dadaab in particular, but I think this is probably true of a lot of the locations that others are looking at, there's obviously a social history of the actual individuals who are moving through the camp. And in Dadaab, there's great mobility. There's a massive diaspora that has moved through Dadaab or was based in Dadaab. Should we translate? Or? No. And in addition, there's a political history of the region. So, as Achille Mbembe mentioned yesterday, the condition of all of the sites that I think we are all looking at
is very much informed by a colonial and post-colonial relationship. And for Dadaab in particular, the camps are in a region that was previously part of British East Africa, and it was a part of British East Africa that was ethnically Somali, which is very different from the western part of the country, which is a Swahili-speaking, primarily Christian population, a primarily English-speaking population. This is a very different cultural condition from the east part of the country, which is much closer to Somalia, even though the post-colonial territorial line was cut right through the region. So there's a sort of organic regional divide, and many of the local Kenyan citizens who live in the region around Dadaab are actually Somali. Many are related to people in the camps. There's a lot of intermarriage. There's a lot of intermarriage across borders. So I interviewed many people who were married to someone in Somalia and just a few years later had to flee back across the border and ended up coming back to live in Dadaab. So, and this sort of thing was somewhat common. So there's that individual social history, but in terms of the larger regional political history, there's a natural suspicion of this Northwest Territory by the capital in Nairobi, and the national politics have been such that there's already a deep suspicion of the region itself, let alone the destabilized country, or what used to be the country of Somalia. So all of this is a long background by way of saying that there has been a sort of increased dependence on a police force in the region. And the police force is organized nationally. So the Dadaab outpost is a national level outpost. And that's the sort of first point of surveillance, I believe. And so I believe that was set up exactly when the camps were set up in 1991. Over the years, when early in the 90s, the UNHCR was invited by the government of Kenya to effectively administer the refugee population. In 1991, when the refugees first arrived, they were able to move freely in the country. But over the years, the government of Kenya decided to formulate a policy of encampment. And refugees are now gathered at two sites. One is called Kakuma. It's on the northern border of Ethiopia and Sudan, South Sudan. And the other is Dadaab. So in some ways, the reason for the large population has to do with this government policy of gathering all of these refugees at this site. And again, just because of the kind of ethnic clash or cultural clash, there has been it's lent itself to more on-the-ground surveillance by a police force. But is it so dangerous to live and work in Dadaab? When I read your article, I was really shocked on the way the humanitarians were kind of protected by the police, living behind those walls. And is it a real fear? Is it really dangerous, or is it kind of super protection? Or so there's not enough time to get into all the details of this, but I think MSF, for instance, has done a wonderful job of writing about the politics of this particular situation. But as with a lot of sites elsewhere in the world, humanitarians have become targets. I guess terrorist targets, but I don't like to use that word. So the threat to humanitarians in some sense is real and in some sense is constructed, I would say. So the surveillance issue it originates, I would say, with the government of Kenya,
but it's played out in the international system because of this perceived threat to humanitarian workers. Now, there have been kidnappings, and there have been constant threats of kidnappings since the camps were originally established, and there have been kidnappings in recent years, but the kidnappings are arguably part of a more international approach than just that local scenario. There's one other point I just wanted to mention about surveillance in particular, that Dadaab is an interesting forerunner for a lot of the sort of humanitarian surveillance that has proliferated since then. The UNHCR used this site as a testing ground for a number of its aerial surveillance technologies that it developed. There are a lot of reasons for this, but I think that maps like this, I think, can find a genealogy back to some of the testing that was done in the 90s for imaging humanitarian sites. And much of that was done around Nairobi, and particularly in Dadaab. Thank you. When we spoke on Miska and Deshe, in my presentation, I did not speak of the extraterritoriality. Can you come back on the point and explain why you inverted the two spaces, the original village and the camp, as an actual architectural act of memory? Maybe if you allowed me also trying to answer to this question, I also would like to build up on the previous interventions with this very limited time that we have. Okay. No problem. Which is, I think, essentially trying to maybe answer to the question when we say camps, what we imagine. And I think most of the time the image that we have has to do with temporality, has to do with tents, and has to do with the image of poverty and humanitarianism. But in many cases, and especially in some cases of Palestinian camps, I think we are confronted with a totally different thing. So if you, in fact, enter in the camp, and as also Hanafi already mentioned, some people just entering some camps and they don't know that actually they are in a camp. So first of all, I think we have to, face this paradoxical situation in which we are still have somehow the tendency of imagining and therefore then proposing solution for the camps. We are not still at the level of maybe telling the history. And I think this is very, very much the point that's been just made. But also I think what is important of this book is the fact, first of all, to make the history of the evolution of the place. That has huge implications. The huge implications are, first of all, that they were, they have been there since a long time. And I think also that they're gonna be there. We like it or not. They are already part of cities. And we are still struggling on understanding what kind of city and how they work. So I think saying, first, we like it or not, or they should disappear, I think ethically, I think all of us would agree, but they are going to be there. So the question needs to be reformulated maybe differently, which is how they are going to be, how they be transformed, what kind of transformation. And this is where history, I think, making the history of the camps allowed us to understand, a little bit better, maybe how we can approach that, which is, in the case of Palestinian camps, and I do this very briefly, the issue of normalization, the issue of refusing transforming the camp in a city is very important. So how people were talking about, not building a roof, because this would mean that they are going to transform the camp into a city. So, and all these processes, I think, in a way reveal this very difficult relation that through the year, in a way, built this exceptionality. Because in one way it's true that this exceptionality has been imposed, but also it's true that, Palestinians also always wanted to keep this exceptionality because they wanted to keep the right of return. And this is where, I would start to, maybe in a way, to answer to your question. Therefore, if we understand the camp in that way, we
not only have to think that they are going to be there, and I think we as architects, researchers, activists, I think, and this was also the proposition that Michel was making, we have to have, and Sari was also proposing that, we have to have a more, how to say it, we can be part of this process of transformation. Because in fact, now most of the time this is only done by militaries and is only done by top-down humanitarian agencies that decide everything. Of course, not to mention that, as we know from the Palestinian refugee camps, people need to be, of course, involved into that. And this is very much similar to how we might think part of the city. So why the camp should not also be, in a way, thought in that perspective. So if we start to look at the camp in that way, but also means that we have to understand the camp in relation to the place of origin. That doesn't mean that, of course, we have to imagine that these camps will be dismantled tomorrow and people will go back to their place of origin. But I think we have to understand that, in a way, there is the camp in itself. It's a place of exile that is built around this relation with another place. So whenever you walk in the camp, there is constantly, in a way, something that links the life of the people to another place. This architecture, I think, already made something quite interesting, because make me think about the fact how you can imagine a public space, how you can imagine a school, how you can imagine a university, how you can imagine any institution in a place like that. So far, and again, this has to do how we understand the camp. So far, the discussion of the camp is only about housing. It's all about private property. It's all about humanitarianism. So in the last, let's say, 10 years, what we tried to do, for example, in the place of Fawar refugee camps, we started to discuss with the community about the idea of having a public space, a plaza. So you can imagine the reaction of the people. Because, the discourse is always that why we should ever have something like that if tomorrow we are going back, if the camp will disappear. But also what we have learned in this process of evolution of camps, and this especially, let's say, during the 90s in Palestine, where, let's say, the Palestinian struggle was in one way going to the idea of building a nation state that was mainly the idea of West Bank and Gaza and marginalize the refugees in a way managed to disconnect the possibility to live a life in dignity in their camps, but at the same time claiming the right of return. And this is where, in our projects, in a way, we engage with the architecture of the camp, but also we engage in imagining, in this transformation, how the place of origin will react to that. And this is a little bit, let's say, what we tried to do when we established this first university, which is called Campus in Camps. And again, this from the beginning would have been perceived as the most normalization project that you can ever image in a camp. So why you have to have a camp if you, in fact, this is just temporary places. But as I said, this was built already on political processes and a practice in which, in a way, allowed, instead of normalizing the camps, is actually allowed to imagine the right of return, imagine and articulate these political rights in a completely different way. Because as they are now, I think we understood definitely that in a way is not working, or I don't know if it never worked, using politically the image of the poor and the image of a person in need of urgency, and this should have been put pressure on political authorities for letting them, to return. The case of, Israel-Palestine is evident. It's 66 years. And I think 66 years, there is no point of, showing and actually obliging people to live in a very difficult condition, because this will mean that, would have this pressure on the political actors. And I think this is something that is, happened very much in some camps in the West Bank, also because of their specific situation. I don't think it's true, necessarily on all the camps. But the ones of the West Bank, of course, have a very different relation with the host country, which is, in this case, some cases, the Palestinian Authority, even though it's ultimately it's always Israel that is governing or ungoverning them.
But I guess what I find interesting about this, what we are trying to discuss, and I hope they will have more time to do that in a conversation, which is trying to understand how we can actually participate more in the transformation of the camp, and not imagining that they will just disappear tomorrow. Thank you. Concernant Nar el-Bared, c'est la question qui vient d'être soulevée, c'est sur la question de comment dynamiser le camp. Dans votre article, vous parlez énormément de la création des nombreux artistes, vous citez, et j'aimerais bien comprendre comment cette vie artistique, elle participe à la vie du camp, et aussi revenir sur la question de la diaspora, que je n'ai pas abordée. Merci. Dans ce texte, j'ai essayé de rendre compte d'une expérience particulière qui est la destruction d'un camp, de recréer toute l'histoire de cet espace-là et puis de suivre les habitants dans leur déplacement. Donc pour une partie d'entre eux à Badawi, d'autres étaient déplacés à d'autres endroits du Liban, et puis la façon dont ils sont retournés dans ce camp. Ce que j'ai observé dès le départ, c'est comment on met en mots la catastrophe, et on la met en musique en l'occurrence. Il se trouve que dans les camps, il y a une production culturelle assez intense qui est liée à cet impératif moral du retour, à la question identitaire, etc., mais qui dévie très régulièrement aussi de ces cadres, qui sont des cadres un peu formalistes et formalisés, pour aller vers des formes de création beaucoup plus libres. Mais dans ces moments-là, il y a une espèce de saisissement collectif qui s'opère, et la production culturelle sert ou est employée pour mettre en mots la catastrophe, et ce qui a été fait quasiment immédiatement avec la création d'un CD avec plusieurs chansons ou dans lesquelles on passe en revue le nom des personnes qui sont décédées suite au bombardement de l'armée libanaise. On les érige ainsi en martyrs puisqu'on publicise leurs noms. Peu de temps après apparaissent des affiches dans le camp avec leur visage. Et puis il y a des graphes aussi, le camp n'est pas mort, des choses comme ça qu'on peut repérer, et tout ça sert un discours collectif qui recrée quelque chose, qui refait vivre le camp à travers des occurrences artistiques. Et ce qui m'a intéressé dans ce texte, c'est le camp et ses doubles. C'est d'essayer de voir comment on faisait exister le camp qui n'était plus là, et comment on le réinvestissait une fois qu'il réapparaissait sous une forme qui était très différente de ce qu'il était avant. Et donc ce sont des calques, et c'est pas moi qui parle dans ce papier, hein, ce sont les gens avec qui j'ai passé un petit peu de temps pour comprendre comment ça se passait. Il y a différents calques, la mise en mots, la rhétorique aussi de la catastrophe, la rhétorique de la Nakba qui a réapparu pour décrire la destruction de Nar el-Bared, donc la Nakba qui fait référence évidemment à la création de l'État d'Israël et à l'exode de 48, et réinvesti dans le contemporain, ce qui crée aussi une confusion des temporalités, mais qui dit très bien ce qui est dit depuis le départ, c'est-à-dire qu'on a une tension entre cet impératif de la justice et puis l'injonction du présent, qui est qu'il faut bien vivre, il faut bien construire, il faut bien s'organiser collectivement. Et la rhétorique de la Nakba, telle qu'elle était employée comme ça, signifiait vraiment ce point-là. Un autre calque, c'était donc la production culturelle. Ensuite, il y avait la rhétorique, la façon de mettre en mots. Il y avait la façon aussi de dessiner le camp en 2 dimensions. Vous en avez parlé tout à l'heure dans la description du papier. Je ne vais pas revenir dessus. Bon, ça a été une opération assez intense où on a essayé de retrouver l'histoire du foncier du camp, qui habitait où, etc., pour essayer de refaire un petit peu le tissu social à travers l'architecture, de restituer le tissu social ancien à travers l'architecture.
Un autre calque, ce sont les pratiques habitantes. Une fois qu'on réinvestit le camp, il y a quelque chose qui est, bon, par rapport à la production culturelle, à l'art, etc. Il y a aussi la toponymie, et tout ça, ce sont des façons de créer des généalogies palestiniennes qui réinscrivent des continuités là où on a été dispersé, là où il y a du fragment. D'où cette idée des calques, parce que c'est ce que vivent les gens. Enfin, ce sont ces différentes réalités qui s'imbriquent mal. Ce sont des ajustements problématiques. Qui font que on a du mal à se réinstaller, forcément, vu les circonstances, à se réinstaller dans une routine. Assez curieusement, pour se réinstaller dans la routine du camp, après sa reconstruction et le réinvestissement, il faut en passer par une migration clandestine. Sari parlait tout à l'heure de suicidal migration. Pendant ces événements et au moment où le camp était progressivement réinvesti par les habitants, c'est toujours pas terminé, hein, les opérations de reconstruction du camp. De nombreux jeunes sont partis en migration vers la Grèce, et pour eux, cette migration, ils sont arrivés à Athènes. Ils sont passés par la Syrie, ensuite la Turquie, puis par bateau à Athènes, des chemins, des routes qui sont bien connues. Et une fois à Athènes, ils n'ont pas réussi à prendre pied dans la ville, ni à voyager vers l'Europe septentrionale où se trouve une grande partie de la diaspora palestinienne. Donc ils sont rentrés au camp, et c'est ce passage par cette migration-là qui les a conduits à reconsidérer les normes de ce qu'est une vie acceptable, et à finalement réinvestir le camp, et à le réinvestir d'une façon particulièrement significative, qui est qu'on investit le quotidien, qu'on se marie, on a des enfants, on a des ambitions limitées, et on a une plongée comme ça dans le quotidien qui répare un peu tout ce qui a été vécu comme souffrance et traumatisme auparavant. Voilà, et donc, dans un autre calque dans le camp sont les pratiques d'habiter. Donc tout ce qui est en fait des formes protectrices de l'habité qui se mettent en place à travers les sociabilités, la circulation des rumeurs, un ensemble de dispositifs que je décris rapidement dans l'article, un peu plus longuement ailleurs. Et puis la diaspora. Alors, la diaspora, c'est un des doubles du camp très important. Je pense qu'on ne peut pas comprendre l'organisation du camp, même après la catastrophe, hein, la destruction et le réinvestissement, si on ne prend pas en compte non seulement la diaspora, mais la mobilité. C'est quelque chose qui est revenu, qui n'est pas beaucoup revenu aussi, cette question de la mobilité, parce que c'est vrai qu'il faut ouvrir les camps, mais il faut aussi restituer la capacité de déplacement à leurs habitants. Qui en sont dénués, et ça c'est particulièrement problématique dans le vécu. Dans l'expérience quotidienne des gens, où chaque passage hors du camp, dans les espaces libanais, est problématique, parce que ça vous confronte à des dispositifs de surveillance, à des dispositifs de sécurité qui vous renvoient à votre statut, à votre identité assignée de réfugié palestinien. Hier, on évoquait camp racisme, on est aussi dans l'atteinte à la mobilité est une forme larvée ou directe de racisme. Quant à la diaspora, et j'en termine là-dessus. Donc on a vu petit à petit, déjà, la diaspora joue un rôle économique énorme, puisqu'ils ont financé pour une partie d'entre eux le logement des gens qui sont sortis du camp. Donc ensuite, ils jouent un rôle dans l'imaginaire, parce que toute cette partie du camp, cette énorme diaspora partie dans les années 70-80, en Europe du Nord, puis ensuite de façon beaucoup moins importante, amène avec elle des images d'un ailleurs, d'un Occident, de quelque chose qui à la fois représente une sortie, un échappatoire, un adjuvant à une vie qui ne se fait pas, qui prend pas au Liban, et puis qui appelle aussi en contrepartie quand même certains soupçons. Par rapport au fait qu'en Europe tout n'est pas si doré, mais quand même il y a ces familles qui arrivent l'été dans les mariages, qui financent, qui sont bien habillées, qui ont des accents différents, les enfants parlent pas bien le palestinien, on les reprend, etc. Donc ça crée quand même quelque chose de très important. Et au-delà de ça, il y a une espèce de triangulation sociale qui se met en place avec ceux qui sont partis en Europe, qui peuvent s'adresser à des gens du camp à Barrett pour les mettre en contact avec d'autres personnes ailleurs en Europe. Donc il y a une circulation comme ça de la sociabilité, et le camp constitue finalement une ressource pour ceux qui l'ont quitté et qui vivent en Europe pour, par exemple, pour trouver une épouse dans un pays scandinave, ou pour trouver un emploi, pour se déplacer d'un pays de Danemark à la Suède, etc. Voilà. Merci. Je vais peut-être laisser la parole au public. On a encore un petit peu de temps.
maître du temps. Michel est notre maître du temps, donc on a encore 15 minutes de questions. Donc la règle du jeu qu'on m'a donné, c'est de vous laisser le micro et de poser vos questions aux intervenants. Hello. I will speak in English. My question is for Alessandro. I mean, you mentioned something very important about we as architects or urbanists or activists, let's say, need to participate in transforming refugee camps. And my question is, how do you imagine this transformation? I mean, in Palestinian refugee camps, they are already very urbanized settings, like spatially wise, urban wise. And this kind of transformation looks a little bit like slum upgrading in some aspects. But let's say about the new refugee camps, let's say, for example, about Zaatari camp or the new camps that are now being targeted by the new policy of UNHCR, let's say, to transform refugee camps into something like called sustainable settlement or something like this. So to which extent do you imagine this transformation? I mean, what's the destination to this transformation, if it's possibly happening? I think that in a way they are already in constant transformations. I think the issue is more to do, I think, in how this practice could be linked in some of the theory that, for example, we discussed here. Because now it's left only to technocrats. Now it's only presented as a technocratic problem. Even though all these technocrats, they know that it's not a simply technocratic problem. Some architects, for example, are involved, but their approach in the involvement is a technocratic approach. They, is never mentioned about the new formation, the social formation of the camps. The fact that, for example, there is a great attachment to the camp. After the group of people that I work with in the Haisha, they, after working so much with them, I mean, it's so clearly that, in a way, the camp remained their, the center of their political life, and in any, different possibility, this, in a way, have emotional attachment to this place, and therefore, bring this issue of, how, in a way. And this was also brought a little bit yesterday, how what we all experience just being there is not translated into space. So the space really look simply, it's very still, in this idea of temporality. Of course, I mean, and here we have to work in a paradox. And I think we have learned this from refugees themselves. We are not proposing this, as a solution, as an approach. But let's say, we are trapped into this two polarized position. So one position pretend as if the camp is not there, and one position is pretend that it's just an ethical position. They will say that it just needs to disappear. Fine, but they are there, and there are millions now, people living in these conditions. And then you have the other position, which is, the only possibility is normalizing them. The only possibility is that, you have just to take them inside the city, you have just, to treat them as if they are a normal city. I guess what we tried to do in the last years is to have a possible different position in which you still, for example, can build a school where, as we did in Shafat refugee camp in Jerusalem, and actually, by the way, was the only school that UNRWA designed, just a footnote. In 66 years of existence of UNRWA, means like thousands of schools, okay? One single school was never designed. And, we went there and said, why you don't have, what is the reason why you don't have to design a school? You have to treat the school as a furniture. They had like copy and paste method, okay? Which is part of this, sick mentality, which is the camp is temporary, and the camp is, of course, is made of concrete. But, for them, this is what it is. We build something that is very cheap. We can build easily like this. I mean, in this case, we demonstrate with the same amount of money, you can build a space that, whatever, it will last one day, it will last 10 years, but it's a place that gives some dignity to the people. In a way, this was a little bit the challenge
that, let's say, and the possibility for us to intervene. And this is where you understand sometimes the incredible gap between the practice and the theory on the ground from these institutions and some of the discussion that we, for example, are having here today. And this is why, for example, having a university, as we tried to do with Campus in Camps, was actually to bring some of the people closer to these realities in order to transform them, maybe saying, in other words, as Sari was saying, why this could not be also part of certain different policies in which you finally detach the right to live in dignity and the fact that you have the right of return. I mean, it's a sick mentality that you have to live in a tent because you have to have the right of return. You can, and I think, in a way, we have learned that when you go into Haitian, and you have, in half kilometer square, you have more than 20 NGOs. The university is located in a building which is called the Fenique, that is described in the text, in which you have a gym, you have Edward Said Library, you have a wedding hall, you have all of these things. But when somebody will go and ask them, to the people that build the Fenique, they will feel ashamed. They will never feel that, they should be proud of what they built. Why? Because, there is this political, somehow, taboo that in a way, as if you are, making a gym for the people in the camp, and having a library in the camp is something that is against the right of return. And I think now in the Haitian demonstrate exactly the opposite, that actually having the spaces allowed people even to talk differently, to reframe their right of return instead of losing them. And this is where I guess, we can get out from this trap, or rather to have a very puristic position, which will say, it's such a compromised situation, you cannot do anything, or to play a very technocratic position that just, pretend that, you are just an architect. So you are just trying to improve the life of the people, fixing this or fixing that. I think what is the challenge for us is how we can, intervene, maintaining this political dimension of the exile. In a way, it's very much inscribed already in the space. And this is, I guess, also what we have to learn more from these spaces. And these spaces, I think, and again, was mentioned yesterday, will be interesting to go back to that. We don't have to treat the camps as separate from the city. Because what is the camp's experience is a different DNA of a city that works in a completely different way. And this is where, at a certain point, will be interesting as architects, urbanists, to link them, for example, to informal cities, to link them to favelas, to link them to other situations which, people build their own houses and part of the cities, and how this is related to the part that is the formality of the city. And I think this is the very interesting relation. I think not to think the camp as an isolated places, is actually to think the camp always in constant connection with the city. And this is very much what the refugee camps actually in the West Bank are made successfully to do it. How even they, without, for example, voting in the municipality election, but actually most of the political parties are meeting in the Haitian to take decision about the municipality. So I'm interested in understanding more how, in a way, we are not trapped in this logic, no interventions, no camps at all, in that sense, or, upgrading or making them, part of the city. Actually, how we can learn from the city and how we create from this state of exception situation a different position, which is not just be based on the fact that people need to be normalized. The camps need to be cured, either if it is a cancer in the city. I don't see the camps, at least the camps that, we work, I don't see them, only as dysfunctional and dystopian places. I see, for example, camps in which the idea of common spaces and communality and the way as the society structure, it's, there is much more solidarity than in other part of the city, for example. The sense of solidarity that you have in the camps, you don't have in other places. So I think these are elements that in a way will be interesting that we should participate more to understand and actually to translate them into also practice project. So thank you very much. I have a tiny question for Anuradha. It's about the security in the camp. You showed that segregation is organized, let's say top down. Did you see any change in
the tension between the construction of insecurity and actual insecurity in the past years. I'm particularly thinking about political activities of Al-Shabaab, but also the impact of the 2007 election violence in Nairobi on the Kenyan government hostility to refugee, and the idea that the context is also becoming less amiable or favorable for a refugee. And the second part of my question is about the segregation issue. There has been a lot of thinking given by international organizations and NGOs about refugee social groupings and self-segregation. So the social organizations within the camps that is initiated by the refugees, and trying to understand how the humanitarian machine can try and accommodate the preferences in terms of families, of so-called tribes, of social groupings, religious or political gatherings, etc. So these are two questions. Thank you for your questions. If I'm understanding you correctly, you're first asking just about the connection between the segregation and the politics, the sort of geopolitics and regional politics. That's certainly got to be part of it. You know, I did a historical study, and I sort of stopped at 2011, and I witnessed a lot of what you were talking about, and I can speak to it anecdotally, but I'd rather think about it in a scholarly way. And certainly we saw in that year the government of Kenya entered Somalia and fought back those forces. So I think that there's a way to understand it that way. There's a topic that hasn't not come up yet last night or today that I am very much hoping that we will all touch upon in some way, but there's a real gender dimension to these camps, at least to the situation in Dadaab. But I would make out that in any kind of war zone, active war zone, and any sort of humanitarian environment that is set up by the international system adjacent to a war zone, these humanitarian environments tend to be used by militants, and they tend to essentially be populated by women and children. I don't have the numbers for Dadaab right now, but it has, at various points in its history, been an active, rest base for militants. And so my suspicion is that there is a level of there's a gendered dimension to the way we might read security and control. Maybe I'll leave it at that. I think that also there's an aspect of, I was thinking about this as Alessandro was talking just now. There's an aspect of the kind of self-settlement or self-segregation, as you're saying, but I think any camp that's set up, the emergency context is almost always self-settlement. As much as it might be planned, there's just an element of chaos. So people are settling down, and Dadaab is 23 years old now. That's half as old as these Palestinian camps, but it still also operates very much in an emergency frame, even while development organizations are there trying to develop it in whatever piecemeal way. So there's certainly the spatial organization of parts of it are very much in blocks and grids, but within that there's a lot of kind of makeshift, a lot of informal settlement. So that's certainly an important part of the way these things work. There's a lot of other reasons structurally why this particular site has been watched more than others. And therefore the way that people settle is watched more than other places. But I think that some of what happens in that control over the space, the owner's control, either over making a dwelling or making, spatial divisions, territorial divisions,
I think that's where some of the, the originary politics can come from. Someone asked a question just now about, thinking to the future and how these spaces might be transformed. And I often ask myself why we're all here at this conference, and I've been to many conferences like this, and why are we not seeing refugees on this stage talking about their own politics? They might be answering these questions very differently. And not to discount the expertise on this stage, but there are many different forms of expertise that I think come into play. And I think we have to ask ourselves that question about what mobility offers, what kind of expertise that offers, and what a sort of local knowledge offers that can't necessarily be displayed in the same way, but I think there could be very real answers to the kind of question you're asking that might not come from the people who are sitting here right now. I think definitely the gender dimension is there because as, in this situation that always, these things would be always postponed to later. First we liberate the country and then we talk about, gender issue. And this is why, for example, when we started this project of the public space, this was essentially actually to try to create a space for women to appear in the public space because in Fawar, they disappear from the streets. And so therefore, I think definitely there is this, but it's tied into this mentality in which, now first we have to deal with this, very serious problem, and then, we talk about other things. Now we cannot, you cannot talk about this. And I think this is, again, why we have to somehow challenge, this idea that these are just, emergency places, and not just on the side of actors, but also on the side of the people that, in a way, arrive to the place and, trying to face, all this challenge, all these claims simultaneously. And this is only the thing that preserved, the present and possibly the future, because we know that, in the future doesn't mean that, this issue will never be brought back, in fact, and actually the situation could have been even worse. Another small footnote about, the presence of refugees. This is why, for example, when we built, campus in camps, what we are facing is that when they, we are receiving invitations, they go to the conference, and the shock of the academic people, they don't know anymore if they talk with an object or a subject. And this is their problem. And for example, we experienced very much that, some people that came, it was first time, say, we are finally writing the article together with them. They are not just, people that we interview. We're actually writing with them. And this is where, for example, even in this movement that was mentioned before as a city going to the camp, there is a way of rethinking everything, including the university, including the way how you do research. Because if you accept that principle, you have to understand you are not just speaking with a victim, you are speaking with potentially somebody that you can write with, and coming up with totally different things, because, there is a self-reflection into this that you otherwise don't have. And, I remember just a couple of weeks ago, they went to Birzeit University in Ramallah. And I saw the face of the people, academics, most of them were irritated because they were in a very awkward position because they couldn't sympathize anymore with them in the way how they wanted, just as the poor refugees. They were in a way challenging, saying things, so finally, they were having, in the same stage. Now, physically, they were on stage or not, it's not this the point, but I think the fact that there is, I agree that, totally, still we are ourselves trapped into this, in this way of looking at them only as objects.